Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes toujours le lundi 17 octobre 2022 et je continue ma traversée de cet ouvrage, l'Utopie. Voilà. Et là, en fait, je lis les introductions qui sont faites sans doute par Frédéric Rouvillois sur chaque auteur qu'il a sélectionné. Donc dans ces auteurs, il y a Moore, Klotz, Hugo, Guevara, Morelli, Montesquieu, Babeuf, Cabet, Wells, Campanella, Saint-Just, Bellamy, Xamiantine, Fontenelle, Bacon, Fourier, etc., etc., Saint-Simon, Fénelon, Robespierre, dont j'ai déjà parlé, etc., Platon, Engels, Orwell, Condorcet, Zola, etc., Abbé de Saint-Pierre. Et alors là, eh bien, c'est Guevara dont on va parler. Alors, je connaissais pas ce Guevara, Antonio de Guevara. Et donc, il aurait écrit L'horloge des princes en 1588. Voilà. Donc, c'est là, on a un petit peu cette base. Voilà. Alors, eh ben, je vais commencer à lire et puis je commenterai à ma manière si j'en vois l'intérêt. Donc, c'est en lien évidemment avec le site Mécanique universelle dans lequel j'exprime l'idée, le concept selon lequel l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, la paix universelle. Voilà. Bon, en fait, ça revient un petit peu, c'est dans la lignée justement de More, par exemple, et son île, l'Utopie, voilà. Sauf que c'est sur une autre dimension, puisque à l'époque de More, par exemple, euh, il ne connaissait pas l'ensemble de la planète encore. Bon, maintenant, nous savons que nous sommes sur un village planétaire, que nous appartenons tous à la même humanité, etc. Et donc, l'idée d'un, du- d'une humanité complètement pacifiée, euh, qui, pour qui le bonheur pour chacun de ses enfants est la base, par exemple, ça ne semble plus, ça ne semble pas idiot, quoi. Hein. Et moi, j'essaie simplement de démontrer que nous ne pouvons pas mécaniquement ne pas aller vers cette ultime perfection. On est obligé d'y aller. On travaille constamment à maîtriser euh, tout ce qui nous empêche d'y aller. Voilà, tout ce qui peut freiner notre évolution vers cela. La maîtrise du comportement, par exemple, le fait de faire de l'homme, d'adoucir de plus en plus l'homme, de faire qu'il soit de moins en moins loup pour l'homme, etc. Même si, voilà, il y a des périodes un peu plus c'est pas linéaire, il y a un peu des périodes de recul dans l'évolution humaine, mais globalement, voilà, j'essaie de le démontrer par la logique que nous allons dans cette direction-là. Alors, je vais commencer à lire et puis je découvre en même temps que je lis et si je sens qu'il y a un commentaire en lien avec mon travail, je le fais. Alors, c'est l'omniprésence de la règle. Guevara, l'horloge des princes. Évêque de Cadix, mort en 1544. Ah oui, donc il était au moins du XVe siècle, peut-être né avant 1500, quoi.
Antonio de Guevara avait fait passer son horloge des princes comme étant de Marc Aurèle. Ah, voilà, parce qu'à l'époque, très certainement, si ça attaquait les princes, voilà, s'il y avait un esprit critique envers les dominants, quoi, hein, on risquait sa peau. Voilà. Alors, on voit que dans certaines contrées de ce monde encore, on risque sa peau si on contrarie un dominant. Et même, on peut généraliser ça à la planète. Alors, c'est extrêmement exceptionnel. Il y a beaucoup moins de, de risques qu'à l'époque de Guevara, par exemple. Mais on ne peut pas dire qu'on soit encore déjà sorti de ce genre de conduite primitive, hein, qui fait qu'on va détruire son adversaire, voilà, au lieu de combattre ses idées, d'accepter ses... voilà, de comprendre que la critique est fondamentale pour un gouvernement, etc., etc. Alors, c'était, fulmine Pierre Bayle, un siècle et demi plus tard, un empoisonneur public et un séducteur, méritant le châtiment des profanes et des sacrilèges. Ouh là là, voilà comment il était considéré par Pierre Bayle. Donc, en dépit de ce parfum de scandale, ce texte a pour principal intérêt, aux yeux de l'hystérien des idées, de n'être que de 13 ans postérieurs à l'œuvre de Thomas More. Ah, il vient après l'œuvre de Thomas More. Donc 13 ans, est-ce qu'il a pu prendre connaissance de l'œuvre de Thomas More qui critiquait déjà le système en fait, hein, et de manifester plus clairement encore que celle-ci, en raison de son tour presque caricatural, certaines des obsessions qui, par la suite, caractériseront la pensée utopique. Il en va ici en particulier de sa fascination pour la règle de droit. De manière générale, les utopistes éprouvent, en effet, une véritable passion qui s'accompagne d'une totale confiance pour la règle. Quand bien même leur système ne se présente pas comme ceux de Morelli, de Saint-Just ou de Fontenelle sous la forme de codes, nombre d'entre eux énoncent des séries de prescriptions assorties de sanctions ordinairement sévères pour quiconque prétendrait les violer ou les transformer. Alors voilà, c'est peut-être à l'époque, il faut tout resituer dans le contexte de l'époque et du moment où ça a été écrit. Ces règles, elles correspondent aux règles qui étaient la violence qui était infligée à ceux qui transgressaient les règles de l'époque en 1500, en 1400, celui qui transgressait les règles qui se révoltait contre le système, les sanctions étaient incroyablement violentes. Faut pas, c'était de la torture pure et dure. Et d'ailleurs, ça serait intéressant de comprendre pourquoi cette torture était aussi systématique, aussi... quel était le sadisme mental qui pouvait décider ce genre de comportement envers un opposant, envers un critique, envers voilà, quelqu'un qu'un dominant ne supportait pas. C'est quelque chose d'assez... qui mérite une réflexion quand même, ce niveau de sadisme. Pourquoi? D'où vient ce sadisme? D'où venait ce sadisme à l'époque et qui a perduré assez longtemps? C'est au sein de l'utopie qu'est né l'amour des lois, amour d'autant plus exclusif et violent que la loi sera parfaite,
et ses fins élevées. Ce qui paraît peu surprenant du reste si l'on observe que les inventeurs du genre, More ou Bacon, auxquels il faudra ajouter Guevara, proche conseiller de l'empereur Charles Quint, c'était l'époque, furent non seulement des juristes, mais des légistes, méfiants à l'égard de toute règle, qu'elle soit coutumière ou jurisprudentielle, ne procédant pas directement de l'autorité souveraine. L'utopie, comme système de normes, à cet égard, le texte de Guevara s'avère tout à fait représentatif du genre. Et il en va de même, au fond, du contenu de ces lois des Garamantes. Si l'on dépasse le détail qui peut paraître assez étrange et passablement épouvantable, et que l'on considère l'ensemble de ces lois, on retrouve le droit fil de la pensée utopique. Car il ne s'agit en définitive que de faire prévaloir, à chaque fois et en toute hypothèse, l'intérêt supérieur de la collectivité, sa santé morale, sa prospérité et son bonheur sur celui de l'individu. La loi peut donc sembler sévère, pourtant de ce point de vue, elle n'est ni absurde, on note que chacune de ces normes est expressément motivée, ni formellement injuste, puisqu'elle s'applique également à tous et pour le profit commun. Alors, bien sûr, et on voit que l'évolution aidant ces auteurs, Guevara, Thomas More, Bacon, etc., ces auteurs de la fin du médiéval, du début de la Renaissance, étaient totalement sous la vision. Ils visualisaient cette cruauté, cette violence. Donc ils en étaient empreints. Ils ne pouvaient pas vraiment s'en départir. Ils étaient pratiquement obligés de proposer leur système avec des sanctions affreuses pour celui qui le mettait en danger ou qui voilà. Donc ça correspond à quelque chose comme ça. Mais ils vivraient aujourd'hui. Ils écriraient un peu ce que moi j'écris sur la mécanique universelle, c'est que les transgressants sont aussi importants que le législateur dans l'évolution du droit, et qu'on doit commencer à apprendre à aimer même celui qui transgresse la loi, tout en le sanctionnant, mais en lui donnant des conditions d'existence dignes, et pas celles qu'on offre actuellement avec les prisons. C'est totalement scandaleux par rapport à la logique de l'évolution de l'humanité et au rôle que ces gens qui sont enfermés, je ne sais pas combien ils sont en France aujourd'hui, mais peut-être 60 000, 100, voilà. Leurs conditions de vie, pour la plupart, sont totalement inhumaines. Elles correspondent plus du tout à ce que une humanité du 21e siècle devrait offrir à ses prisonniers. Et donc on n'a aucun... On voit bien que le système n'a pas d'amour, d'empathie pour le peuple, pour l'évolution, en fait. Ce système actuel veut maintenir les choses dans l'état, voilà, que rien ne bouge, que le système dominant soit bien protégé, et qu'on s'occupe surtout de lui, qu'il s'occupe surtout de lui, et marginalement de faire évoluer un petit peu les choses. Mais il n'a même pas l'intention de décréter un
un engagement national pour faire évoluer la vie en banlieue, pour faire évoluer la vie des prisonniers, pour faire évoluer la, la vie que sont obligés de vivre les toxicomanes dans ce monde, de faire évoluer la vie des, des, des personnes qui ont des problèmes psychologiques. On néglige totalement ça. Que ce système néglige ça, que le néolibéralisme néglige totalement cette évolution, paraît complètement incroyable. Et ils y sont pour rien, ces dominants. Ils sont simplement submergés et ils sont harcelés de tous côtés. Ils n'ont même pas le temps de penser, de réfléchir à ça. Ils sont harcelés par par les lobbies de dominants qui leur demandent occupe-toi de nous, occupez-vous de nous, faites ça pour nous, etc. etc. Et ils n'ont pas les moyens de devenir des bons démocrates, des bons chefs d'État démocrates, quoi. C'est impossible, c'est-à-dire de s'occuper du peuple et du peuple qui souffre en priorité pour améliorer le sort de l'humanité. Voilà, ça, ils n'ont plus les moyens de cela. Et voilà, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Bon, en tout cas, c'est clair que c'est pour la collectivité. Donc, à chaque fois et en toute hypothèse, l'intérêt supérieur de la collectivité, sa santé morale, sa prospérité et son bonheur sur celui de l'individu. Voilà, c'est le choix de tous les utopistes. C'est le collectif, mais le collectif, euh, voilà, pas au détriment de l'individuel, mais le collectif pour l'humanité, dans le sens de l'humanité. La loi peut donc sembler sévère, pourtant de ce point de vue, elle n'est ni absurde, on note que chacune de ces normes est expressément motivée, ni formellement injuste, puisqu'elle s'applique également à tous et pour le profit commun. Alors, je vais lire, là, ça c'était l'introduction. Je vais peut-être lire un tout petit peu du début de comment ça s'appelle euh, mais c'est écrit en vieux François, malheureusement. Donc, ça ne va pas être très audible. Mais on va en lire un peu, puisque j'ai un tout petit peu de temps là. Chapitre 23, donc sans doute de cet ouvrage, L'horloge des princes. Alors, qu'est-ce qu'il écrit, ce Guevara là? Ces choses merveilleuses d'ouïr ce que content les historiens disent Garamantes. C'est à savoir que toutes les maisons étaient égales. Tous les hommes allaient vêtus d'une manière. Ils n'étaient point plus anciens les uns que les autres. En manger, ils n'étaient point gourmands, ni ivrognes à boire vin. De plaids et noises étaient totalement étranges. Donc, chercher des noises, je pense que ça vient de là. Ils se bagarraient pas, quoi. Ils ne souffraient entre eux aucun homme qui fût oisif. Ils n'avaient nulle arme parce qu'ils n'avaient nul ennemi. Voilà comment il imagine ce monde, donc Garamante. Et donc voilà le principe de l'utopie. C'est-à-dire que tout était pacifique. Et on va vers ce pacifisme, on y accédera à ce pacifisme. Il faut y aller encore à travers la guerre, malheureusement, on le constate là, mais on y arrivera, on sortira de cette guerre comme on est sorti de 14, comme on est sorti de 40, et je pense que ceux qui étaient les poilus qui étaient en 15, 16, 17 dans les tranchées devaient se dire, mais non, voilà, ils sont partis pour jamais que ça se termine, quoi. Et pareil pour les humains qui vivaient en Europe en 1900,
41, 42, 43, il devait se dire 44 même, ça finira jamais. Et finalement, ça finit toujours. Et ce n'est pas la guerre qui est le mouvement perpétuel. Ça l'a été certainement, mais c'est pas ça voilà, il va falloir sortir un peu des, des vieilles traditions de Machiavel, voilà. Je pense que les chefs d'État auraient intérêt à ne plus s'éduquer avec ce genre de Clausewitz, de ces, voilà, de ces idées archaïques, quoi, hein, qui ne correspondent plus du tout au moment de l'humanité. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Si tu veux, voilà, bon, bref, des idées comme ça qui sont totalement dépassées, qui correspondaient au moment où les chefs d'État, c'était des princes, justement, qui, pour un oui ou pour un non, s'attaquaient entre eux, voilà, et s'amusaient à la guerre. On est encore dans ce truc avec les faucons, ils ont remplacé ces princes. Le principe des faucons a remplacé les princes. Mais c'est plus de circonstances, quoi. Les hommes n'ont plus envie d'y aller. Cet héroïsme d'aller perdre son existence à travers la guerre n'a plus cours. Donc c'est vraiment autre chose. On est en train de passer sur une société de quête de bonheur. Donc voilà, on va vers la sortie de l'humanité par le haut, en fait. On ne pouvait pas en sortir avant, c'était pas possible, mais maintenant il faut que les dominants s'éduquent d'une autre manière à ce sujet-là. Donc, il n'avait nulle arme parce qu'il n'avait nul ennemi, et finalement il parlait peu de paroles, et ce qu'il disait était toujours vrai. Eh bien, c'est l'état d'extase. En état d'extase, on ne parle pas beaucoup, très peu, parce que ça coûte de s'exprimer. Ça nous sort de cet état de contemplation, en fait. Et donc, on parle peu, et ce qu'on dit, c'est tellement juste par rapport à ce qu'on ressent. C'est en lien direct avec cette sensation de plénitude, d'éveil, de béatitude, de samadhi, voilà, peu importe comment on l'appelle dans le terme. Voilà, je pourrais lire le chapitre 23, allez, j'y suis ou je commence au moins. Des propos qu'eut un des sages des Garamantes au grand roi Alexandre. C'est une coutume, roi Alexandre, entre les Garamantes, de peu souvent parler les uns aux autres, et quasi de ne jamais parler avec les étrangers, et spécialement s'ils sont hommes scandaleux et mutins, parce que la langue du mauvais homme n'est autre chose, sinon démonstration publique du cœur mari et déplaisant. Ben oui, c'est vrai en plus. La méchanceté, c'est lié à un cœur mari et déplaisant. Oui, enfin, peut-être pas comme ça. Quand l'on nous dit que tu venais en ce pays incontinent, nous déterminâmes de ne te recevoir ni nous mettre à te résister, ni hausser les yeux à te regarder, ni ouvrir la bouche pour te parler, ni mouvoir les mains pour t'ennuyer, ni élever guerre pour t'offenser. Ce que nous dirons servira plus à améliorer la vie qu'à te désister de la conquête de notre pays. Oh! Vous autres qui êtes grecs, nous appelez barbares, parce que nous demeurons et habitons aux montagnes. Mais je dis en ce cas que nous nous réjouissons d'être barbares aux langues et d'être grecs aux œuvres, et non comme vous qui avez les langues des Grecs et faites œuvre de barbares. Ben ouais,
la critique, c'est costaud, voilà. C'était vraiment des esprits critiques puissants. Hein. C'est pas pour rien qu'ils traversent les siècles et sont des exemples pour l'humanité. Parce que celui qui fait bien et parle mal n'est point barbare, mais c'est celui qui a la langue bonne et la vie mauvaise. Ah ah, voilà, et oui, la vie mauvaise, de ne pas être en accord entre ce qu'on dit et ce qu'on pense et ce qu'on fait, c'est ça la dichotomie. Puisque j'ai commencé, afin que rien ne reste à dire, je te veux averti quelle est notre loi et notre vie, et ne t'émerveille pas de l'ouïr dire, mais émerveille-toi de le voir pour l'entretenir et garder. Parce que ceux qui louent les œuvres de vertu sont infinis, et ceux qui les gardent et observent sont bien peu. Je te fais savoir, Alexandre, que nous avons peu de vie, peu de gens, peu de terres, peu de biens, peu de convoitises, peu de lois, peu de maisons, peu d'amis, et surtout point d'ennemis. Parce que l'homme sage doit être d'un seul ami et de nul ennemi. Bon, voilà, c'est un choix de n'avoir qu'un seul ami. Pas d'ennemis, tant mieux, c'est bien sûr. Avec tout ceci, nous avons entre nous autres grande fraternité, bonne paix, grand amour, grand repos et surtout grand contentement, parce que mieux vaut le repos de la sépulture que d'être malcontent de sa vie. Oh, voilà. Nos lois sont peu nombreuses, mais à notre avis et opinion, elles sont bonnes et sont encloses en 6 paroles seulement, ainsi qu'il en suit. Mais les lois, d'ailleurs, on n'a pas besoin. Je pense que quand l'humanité aura atteint son ultime perfection, les lois seront simplement intégrées à l'intérieur de l'être humain. Il n'y a pas besoin de lois pour gérer. Si on avait tous des états d'esprit fraternels, bienveillants, gentils, honnêtes, etc., ben on n'aurait même pas besoin d'apprendre les lois. On vivrait sous ce principe, sous ces principes-là. Nous ordonnons que nos enfants ne fassent pas plus de lois que nous, leurs pères, leur laissons, parce que les lois nouvelles font oublier les bonnes coutumes anciennes. Nous ordonnons que nos successeurs ne tiendront pas plus de 2 dieux, desquels l'un sera pour la vie et l'autre pour la mort, parce que mieux vaut un Dieu servi véritablement que plusieurs dieux servis follement. Nous ordonnons que tous soient vêtus d'un drap, que tous soient vêtus d'un drap, et se chaussent d'une sorte. Et l'un n'est pas plus d'habit que l'autre, parce que la variété des vêtements engendre folie entre les gens. Et c'est pas pour rien qu'on est arrivé à ce moment de folie de vêtements où il faut changer toutes les années de mode. C'est vraiment incroyable. Bon, voilà, c'est caricatural, mais le néolibéralisme nous a amenés dans un système où on est obligé. C'est tellement... L'éthique a tellement disparu même la logique de la vie. Il fallait que ça passe par là, hein, de toute manière. Mais on voit à quel point c'est une caricature de la destruction des valeurs, quoi. Voilà. Ce système de mode permanent, c'est complètement... c'est absurde par rapport, quand on y réfléchit par rapport à la planète, quoi. C'est complètement la quête du profit comme des fous au détriment de la vie même. Parce que celui qui est dans cette mécanique-là, il ne vit pas. Alors il a pu engranger un paquet de pognon et le distribuer à sa famille, à ses enfants, mais quand il meurt, il n'a rien fait, quoi. Il a traversé cette vie sans, sans aucune réflexion. Voilà. Donc on est dans un système totalement absurde. Le néolibéralisme a plongé l'humanité
dans l'absurde, et dont il faudra sortir. Mais ça nous oblige à travailler sur les valeurs, sur les fondements. Donc c'est très bien qu'il nous ait conduits là. Voilà, c'est ce qui devait se faire, puisque c'est ce qui s'est fait. Nous ordonnons que quand une femme mariée aura eu 3 enfants, elle soit séparée d'avec son mari, parce que l'abondance d'enfants fait les hommes avoir convoitise. Et si une femme enfantait plus d'enfants, qu'aussitôt devant ses yeux, il soit sacrifié aux dieux. C'est incroyable, ouais, voilà, alors là c'est quand même costaud, on est d'accord. Il faut bien resituer les choses. Et même rien que le fait de... Bon, 3 enfants, il y avait une certaine logique derrière cette pensée de Guevara quand même. Mais bon, enlever une femme, séparer une femme de son mari après qu'elle eut fait 3 enfants, ben c'est pas cool, hein. On est d'accord. C'est pas, on pourrait pas vivre cette chose-là. Bon, bref, c'est intéressant de resituer les choses. À l'époque, c'était peut-être même d'avant-garde cette idée. Nous ordonnons que tous les hommes et toutes les femmes aiment la vérité par-dessus toute chose. Et si l'un était pris en quelque menterie, sans être autrement pris de remords, qu'aussitôt il meurt pour avoir menti, parce qu'un seul menteur suffit à perdre tout un peuple. Eh bien, bon, on voit à quel point c'est, voilà, à l'époque, la peine de mort était une, extrêmement courant. Bon, mis à part ça, euh, c'est clair que on voit l'influence sur ces chaînes comme BFM, CNews, etc., l'impact d'un mensonge, comment il faut ramer derrière pour rectifier les choses. C'est hallucinant, quoi. Et c'est pourquoi il y a une puissance dans le fake news, dans le bashing de quelqu'un, etc. En quelques mots, voilà, c'est destructeur et tout un, il faudrait tout un dialogue pour rectifier quelque chose qui a été frelaté, dit de façon perverse pour détruire l'autre. Donc c'est là où il y a une force qui est vraiment très forte dans la perversion en réalité, parce que c'est de la perversion tout simplement. Il y a une force inouïe là derrière pour faire avancer l'évolution de l'humanité. C'est pourquoi une petite poignée de types qui passaient à la télévision qui passent à la télévision depuis une trentaine d'années ont réussi à mettre cette ambiance raciste dans notre pays. Il n'y a pas besoin de beaucoup de monde, quoi. Il suffit qu'ils soient pertinents, qu'ils sortent des phrases à l'emporte-pièce et qui soient complètement absurdes, qui sont complètement démontables, bien entendu, des concepts complètement pervers. Le concept pervers, il est complètement démontable, mais comme il semble imparable, il semble juste, c'est comme voilà un complexe, une phrase perverse de la perversion narcissique et celle-ci. Euh, un mec, un pervers comme ça, abuse quelqu'un, voilà, quelqu'un de simple, de naïf, il abuse. L'autre, il est un peu négligent, il arrive à l'abuser. Bon, voilà. On lui fait remarquer, il dit, mais si c'était pas moi qui l'avais abusé, ça serait quelqu'un d'autre. Donc, quoi qu'il arrive, il aurait été abusé. Mais non, c'est pas. Cette phrase est un mensonge, en fait. Parce que 90% des gens de la population qui seraient passés près de cet homme-là auraient dit, voilà, tiens, tu vois ça, fais attention, quelqu'un de malveillant pourrait te le voler, etc. Donc, fais attention à toi avec ça. Voilà. La majorité des gens feraient ça. Et 10% feront le voleront, simplement parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, parce que ils n'ont pas d'empathie.
à ce niveau-là. Donc, en fait, ils laissent croire, ils font des fausses morales. Avec des fausses morales, ça ressemble à une morale. Si c'est pas moi qui l'abuse, c'est un autre qui l'abuserait. Ça ressemble à une morale et c'est une anti-morale. Voilà, dans les choses. Et il y a plein de visions comme ça. Alors, je continue. Alors, euh, nous ordonnons qu'aucune femme ne vive plus de 40 ans et que l'homme vive jusqu'à 50. Et s'il n'était mort pour l'or, qu'il soit sacrifié aux dieux, parce que c'est aux hommes grands, parce que c'est aux hommes grande occasion d'être vicieux, de penser qu'ils doivent vivre longtemps. Eh ben, incroyable. Alors, à l'époque, 40 ans, que personne ne vive plus de 40 ans. Alors pourquoi? Ça serait vraiment intéressant à essayer de comprendre ce qui se passait dans la tête de ce Antonio de Guevara. Qu'est-ce qui pouvait se passer pour pouvoir penser ça? C'est vraiment intéressant. En tout cas, voilà, j'espère que ça peut vous aider à, à aller chercher un petit peu dans tous ces utopistes-là, d'aller d'en savoir un peu plus, d'avancer dans leur œuvre, etc. En tout cas, il y en a en pagaille. Bon, celui qui vient après, c'est Morelli. La propriété unique cause du mal. Eh ben, lui, je ne sais pas quand est-ce qu'il a commencé à écrire ça, mais ça ressemble bien au 19e siècle. Euh, pour tout le monde, la propriété, c'était le mal. Et pour tous ces penseurs-là, quoi. Et ce sont des choses que l'humanité devra réfléchir. La propriété, à la fin de ce parcours vers la perfection, l'état de perfection, c'est tout est commun en définitive. On n'a plus besoin d'avoir de la propriété puisque tout appartient. Il y a personne qui va thésauriser quelque chose. Tout sera là, voilà, ce sera à la portée de tous et on n'aura plus besoin de on s'affirmera pas avec la possession, avec celui qui possède plus que l'autre ou quoi que ce soit. Tout ça, ça sera dépassé. Ça, c'est qu'un moteur de la construction humaine. C'est ce qui nous sert à construire l'humanité. Mais ça, en aucun cas, ça n'a un sens indéboulonnable. Ça, c'est voué à sa disparition. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle journée. Et puis, comme vous le voyez, il y a des rayons de soleil qui rentrent un petit peu sur ce canapé là-bas. Ce qui veut dire qu'il fait beau dehors. Eh bien, profitez-en bien de ces journées. À bientôt. Merci de votre écoute.